Bonjour et bienvenue à la nouvelle série des émissions Le Phare. Mon nom est Angelica Gill, je suis directrice générale du Phare Saint-Hyacinthe et Région. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marc Perrault et Amy Pion qui vont prendre les questions dans le public. Bonjour Marc, bonjour Amy. Bonjour. Bonjour Angelica. Donc, une nouvelle émission où on va en apprendre davantage grâce au Phare et toute son équipe. Merci. La mission du Phare est de venir en aide à l'entourage d'une personne qui souffre de maladie mentale. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on va parler de borderline et heureuse. En fait, c'est le trouble de personnalité limite. Et nous recevons Madame Joanne Lavoie. Bonjour, Joanne. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, merci de l'avoir accepté. C'est très apprécié. Joanne, vous êtes conférencière, auteure du best-seller Borderline mais pas folle et Borderline et heureuse. Vous êtes coach en programmation neurolinguistique. Vous êtes facilitatrice Access Bar, patiente formatrice à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et fondatrice du groupe de discussion Borderline Anonyme et de la Fondation Borderline Anonyme aussi. Et on parle de toute une implication, hein? Quand même. Oui. Ça fait partie de la personnalité des gens qui ont un trouble de personnalité limite d'être intense. Oui. Donc, d'être intense à se détruire bien souvent quand ça va pas bien, mais d'être intense à se construire. Oui. Et ça a été mon cas de vouloir, à partir du moment où j'ai des connaissances, de les partager avec le plus grand nombre de gens. Vous avez un diagnostic, Joanne? Oui, j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite à 43 ans. Possiblement que le trouble s'est développé autour de 13 ans. Donc, pendant 30 ans, j'ai vécu avec un mal-être. Sans savoir qu'il y avait un nom à ce que je portais, moi, je pensais que j'étais juste mal faite, que j'avais comme un gène du mal-être qui était toujours présent ou presque, mais je ne pensais pas qu'il y avait un nom à ce que je portais et je ne pensais pas qu'il y avait d'autres gens qui vivaient avec ce mal-être-là. Ça a dû être très aidant et rassurant de recevoir un diagnostic. T'sais, en même temps, on sait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, mais de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose. J'ai trouvé ça sécurisant de savoir qu'il y avait un nom à ce que je portais, parce que je me suis dit, bien, ça veut dire qu'il y a eu des études de fait. S'il y a eu des études, s'il y a un nom, ça veut dire que je ne suis pas toute seule, donc de ne plus me sentir toute seule. Et en même temps, de me dire, bien, s'ils ont fait des études, ils ont sûrement trouvé quelque chose qui va me permettre de bien aller. Après ma barre, je pensais qu'il y aurait une petite pilule sourire qui me permettrait de la prendre chaque matin et de me lever dans le bonheur et la joie. Mais non, on m'a dit que ça ne fonctionnait pas comme ça, qu'il fallait apprendre à vivre avec par l'intermédiaire d'une reprogrammation à l'aide de thérapie. Et c'est ce qu'il faut faire parce que le cerveau est mal programmé dans notre petite enfance. Quand on développe un trouble de personnalité, c'est souvent 3 critères. Il y a un côté qui est héréditaire, qui vient un peu de la génétique de nos parents. Oui. Il y a notre identité propre. Souvent, quand on a plusieurs enfants dans une famille, on voit qu'il y a des tempéraments différents d'un enfant à l'autre. Donc, souvent, les enfants qui vont développer un trouble de personnalité, c'est ceux qui sont un peu plus insécures, un peu plus anxieux, peut-être un petit peu plus hypersensibles. Okay. Et le 3e critère, c'est les événements de la vie. Donc, si quelqu'un a une belle enfance, malgré des parents plus anxieux et un tempérament plus fragile, ça risque de bien passer. Et si, par contre, quelqu'un d'autre vit, et ça peut être très, très, très banal, une séparation où il sent que le parent est plus distinct, il se sent rejeté, ça peut déclencher un trouble de personnalité. Ça n'a pas besoin d'être un grand drame et bien, ça peut arriver dans n'importe quelle famille aussi. C'est comme si c'est latent. Oui. Puis qu'il y a quelque chose qui est un élément stresseur qui vient. Et si, vous me corrigerez, mais par rapport au trouble de personnalité limite, la médication qu'on peut aller chercher, c'est pour traiter des symptômes. Il n'y a aucun médicament qui est associé au trouble de personnalité. La médication, c'est pour les troubles associés. Oui. En santé mentale comme en santé physique, on peut avoir plusieurs troubles. Santé physique, je peux me briser une jambe et faire du diabète, ça se peut. Santé mentale, je peux avoir un trouble de personnalité qui peut faire développer de l'anxiété, des problèmes de sommeil, la dépression. Il y a 50% des gens qui ont un TDA, TDAH, qui vont développer un trouble de personnalité. Donc, pour
tout ça, il y a de la médication. Mais pour le trouble de personnalité, c'est vraiment une reprogrammation. Oui, parce que quand on parle de trouble de personnalité, c'est la personnalité qui est construite. Oui. Hein? Qui est construite dans ce sens-là, où ce que on pourrait dire que parfois il y a comme un petit manque ou un petit bug pour... Il y a une fragilité. Souvent, ce que je dis aux gens, on n'est pas borderline comme quelqu'un n'est pas cancéreux ou quelqu'un n'est pas... On a une partie de notre personnalité qui, des fois, a une fragilité. On n'est pas 24 heures sur 24 dans nos mauvais critères. On est des fois, en fonction des événements de la journée, plus fragilisé quand on n'a pas d'outils. D'où l'importance de venir se reprogrammer, de venir chercher des outils, parce qu'avec des bons outils, des bonnes stratégies, c'est possible de vraiment très bien vivre avec le trouble de personnalité. Vous parlez de critères, Joanne. Qu'est-ce que vous voulez dire par critères? J'ai emmené un petit carton parce que mon cerveau a décidé de ne pas retenir les critères du trouble de personnalité parce que c'est plutôt négatif et je préfère les bons côtés. Donc, pour avoir un diagnostic, habituellement, c'est un psychologue, un psychiatre qui va pouvoir le donner et il faut 5 des 9 critères pour avoir un diagnostic de trouble de personnalité limite. Oui. Si on en a moins de 5, on a alors des traits de personnalité limite et c'est tout aussi souffrant et c'est exactement les mêmes outils pour un comme pour l'autre. C'est comme si c'était plus léger un que l'autre, les traits comparément aux troubles. C'est pas nécessairement plus léger parce qu'on peut avoir 3 critères qui sont très, très, très intenses, qui vont être beaucoup plus souffrants que quelqu'un qui a les 8 critères beaucoup plus légers. Je comprends. Donc, je vais vous énumérer les critères et personnellement, là, moi, je pense que tout le monde, à quelque part, se reconnaît dans les critères. Ce qui fait la distinction entre avoir un diagnostic en santé mentale ou pas, c'est que la majorité des gens, suite à une séparation, un deuil, une maladie, une perte d'emploi, vont être fragilisés, mais ça ne perdure pas dans le temps. Tandis que nous, bien, même quand il n'y a pas d'événement, la fragilité reste tout le temps là. Oui. Donc, les 9 critères, on a sentiment d'abandon, réel ou imaginaire. Et le côté imaginaire est très important parce que souvent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se produire, donc on l'anticipe et on va abandonner avant d'être abandonné. Est-ce qu'on aurait vraiment été abandonné? Possiblement pas. Souvent, ce que je donne comme exemple, si quelqu'un est plus occupé, bien, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il nous aime plus ou moins. Il est juste plus occupé à ce moment-là. C'est ça, c'est comme faire des mauvais liens. Oui. Hein? Mon chum est plus occupé, il n'a pas le temps de me répondre tout de suite quand je le texte, ça veut dire qu'il m'aime moins. Exactement. OK. D'où l'importance de dire que c'est une mauvaise programmation. Oui. Donc, quand on vient faire la part des choses, voir les différents scénarios, on vient se reprogrammer pour voir qu'il y a d'autres possibilités. Oui. Le deuxième point, c'est les relations interpersonnelles instables. T'es mon ami, t'es donc bien fine, tu fais plein de choses pour moi, c'est le fun quand on est ensemble. Avec les super réseaux sociaux, maintenant, je vois que tu as fait quelque chose avec quelqu'un d'autre, tu ne m'as pas invité, tu es la pire personne au monde, je ne veux plus rien savoir, c'est fini, je te bloque de partout. OK. Je t'aime plus pour un oui, pour un non. D'où la raison que souvent les proches vont dire « Ah, j'ai l'impression de marcher sur des œufs parce que je sais jamais trop. » Puis ça change dans la minute. Oui, exactement. Hein? T'aimes dans la minute, puis tout à coup, 30 secondes plus tard, t'haïs. C'est fini. Donc, D'où la raison qu'il n'y a pas de médication qui serait assez instantanée pour changer les humeurs et les émotions qui sont présentes. La même perturbation, on l'a aussi au niveau de notre propre identité. Je me lève un matin, je suis Wonder Woman, je vais accomplir plein d'affaires. Je fais un appel, ça ne marche pas, ça y est, je suis finie, je ne ferai plus jamais rien de ma vie. Les extrêmes, là, les extrêmes sont toujours là. C'est noir ou c'est blanc. Oui. Et souvent, au niveau de l'identité, les gens vont se faire dire qu'ils sont caméléons, qu'ils s'adaptent. Quand on ne sait pas qui qu'on est, bien souvent, on va s'adapter aux gens qui nous entourent. Je suis avec quelqu'un qui ne mange pas de viande, je vais devenir végétarienne. Le prochain chum, lui, il va à la chasse. Mon Dieu, que j'aime donc ça, la viande sauvage. Je sais tellement pas qui je suis que vraiment, je m'identifie à chaque personne qui m'entoure. Et il y a des bons et des moins bons côtés à ça. Souvent, je dis aux gens, bien, ton travail, tu changes à chaque année, bien, tu deviens quelqu'un de polyvalent. Plutôt que de voir une instabilité. Il y a une instabilité, oui. Mais en même temps, il y a une difficulté à se connaître. Oui. Étant donné qu'on se fond un peu dans l'autre,
Donc, difficulté de se revirer de bord puis de dire qui je suis. Puis j'imagine qu'à un moment donné, ça nous rattrape, ça. Oui, oui, exactement. Et ça fait partie de la base. À partir du moment où on va en thérapie ou en reprogrammation, d'apprendre qui qu'on est. Quand on sait qui qu'on est, on sait ce qu'on veut, on connaît nos valeurs, on connaît notre valeur, on ne laisse plus entrer n'importe qui dans notre vie à n'importe quel prix parce qu'on sait que cette personne-là n'est pas une bonne personne pour nous, plutôt que de s'identifier à cette personne-là et de devenir un peu son ombrage. Oui. Donc, ça, c'était notre troisième critère. Le quatrième, c'est les impulsivités. Que ce soit par l'automédication, la drogue, l'alcool, les dépenses, la sexualité, tout ce qui nous fait sentir envie. Donc, il y a ce côté impulsivité-là. Ça aussi, c'est des extrêmes. Ça aussi, c'est des Et les extrêmes. conduites dangereuses. Oui, pour se sentir en vie, de se mettre en danger dans des situations pour se sentir vivant. Parce que quand on se sent vide à l'intérieur, qu'on se sent pas vivant, que c'est comme terme, bien, on a besoin de ce feeling-là, des relations qui sont peut-être un petit peu plus chaotiques, de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, parce qu'au moment où on le fait, il y a comme une frénésie qui se passe. Donc, c'est vraiment interrelié, je trouve, à un autre critère qui est le sentiment de vide. Quand on a un sentiment de vide immense, on vient le remplir avec la nourriture, la boisson, la drogue, les dépenses, avec ce qui nous passe par la main à ce moment-là. C'est une compensation. Oui, en pensant que quelque chose d'extérieur peut remplir un vide qui est intérieur. Oui. Donc, ça aussi, on apprend à venir travailler à ce niveau-là. On a les comportements suicidaires ou d'automutilation. Ça, c'est quelque chose que souvent les proches, moi, ce que j'entends, c'est de la manipulation. Ben non. Quand la souffrance est tellement grande, là, les gens, c'est la seule façon qu'ils trouvent d'enlever leur souffrance. Une douleur physique fait beaucoup moins mal qu'une douleur interne. Donc, c'est pas pour faire pitié, c'est parce qu'au moment où ça se produit, cette douleur-là, c'est un moindre mal à la douleur qui se passe à l'intérieur. J'avais déjà entendu parler de, justement, il faut faire une différence entre des comportements manipulatoires et une personne manipulatrice. Des comportements manipulatoires sont là parce qu'il y a une détresse en arrière et on veut faire cesser cette détresse-là. Oui. Donc, je vais essayer de manipuler un peu pour avoir un soulagement. Tandis qu'une personne manipulatrice, elle n'est pas en détresse, elle veut juste arriver à ses fins. Attirer l'attention, oui, c'est ça. Exactement. Donc, exactement. Puis souvent, avec les personnes qui ont le diagnostic TPL, il faut garder ça en tête, des comportements manipulatoires à cause de la détresse. Oui, oui. Souvent, les gens ne savent pas comment l'exprimer. Ouais. Donc, c'est de cette façon-là, en attirant l'attention ou en débordant. Tu sais, quand le mal-être est tellement grand, là, bien, il déborde sur les autres parce que, bien, inconsciemment, peut-être qu'on veut faire souffrir les autres pour qu'ils comprennent leur propre souffrance. Fait que ça vient déborder à ce niveau-là. Tout seul à souffrir. Oui, oui. Okay. Je pense qu'inconsciemment, c'est ce qui arrive souvent. Sentiment de vide, on en a parlé. On a les colères intenses et inappropriées. Moi, j'ai appris que ça pouvait être sain, une colère. Mais les colères que j'ai vues, bien, c'était de façon démesurée. Chez nous, quand il y avait des colères, c'était des claques, c'était des cris, c'était intense. Fait que d'apprendre à avoir une colère qu'on est capable de gérer, ça aussi, ça fait partie. Ça peut être très sain. Ça peut être très sain et il faut que ça sorte. De la bonne façon, mais il faut que ça sorte quand il y a une colère. Effectivement. Je me rappelle dans une de vos conférences, vous disiez, vous nous racontiez un peu votre parcours dans le centre de crise. Vous avez un diagnostic, puis là, fallait pas rire, fallait être en colère parce que c'était sérieux. Oui, mais c'est un centre de crise. Moi, je suis là, je suis en crise. Donc, pour moi, un centre de crise, on ne peut pas avoir de plaisir. On est en crise, on souffre, on va pas bien, donc tu écoutes un film, tu trouves ça drôle, tu n'es pas à ta place. OK. Mais cette petite période-là où j'ai eu le diagnostic, c'est comme si je m'étais donné le droit d'être la pire version du trouble de personnalité. Parce que moi, quand j'ai eu le diagnostic, je ne savais pas que ça existait, je ne connaissais pas ce nom-là. Je ne savais pas c'était quoi le trouble de personnalité, donc je suis allée googler.
chose à ne pas faire. Non. Donc, non, Docteur Google, ah c'est... oui, ouais. mon Dieu, qu'on est donc des monstres parce qu'il y a plein de stigmatisation par rapport aux troubles de personnalité. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens ne veulent pas cette étiquette de trouble de personnalité limite parce que tout ce qu'on nous montre dans les films, dans les émissions, c'est de façon démesurée toujours parce que c'est plus vendeur. Mais ce n'est pas la réalité. Donc, on ne veut pas être identifié à des gens qui sont aussi extrêmes parce que ce n'est pas notre cas. Bien, c'est ça, il y a toujours les deux côtés. Puis, vous êtes auteur, vous avez écrit des livres. Cette créativité-là va aussi en lien avec l'intensité. Oui, exactement. Il y a des côtés positifs aussi. Il y a des très beaux côtés positifs. Il y a une étude qui prouve que quand on a les critères du trouble de personnalité, on est des gens avec une grande sensibilité, avec beaucoup de créativité. Le don de soi est hyper important. Souvent, on va voir des gens qui ont un trouble de personnalité limite travailler dans des centres de crise, travailler dans les hôpitaux, travailler dans des organismes de bienfaisance, parce que le don de soi, pour nous, c'est quelque chose qui est inné. On a une super bonne écoute aussi du fait de, possiblement, tout ce qu'on a vécu qui nous permet d'avoir cette meilleure écoute. Oui. Et notre dernier critère, c'est le sentiment de persécution. Moi, ça, je trouvais ça bien, bien drôle parce que j'ai tout le temps eu l'impression que les gens parlaient dans mon dos, que les gens manigançaient. Et pourtant, j'étais appréciée partout où j'étais, mais s'il y avait deux personnes qui parlaient, là, c'était sûr qu'ils parlaient de moi. C'était contre vous? C'était tout le temps. Fait que de me rendre compte maintenant que, ben non, je suis encore dans mes histoires, je sais qu'ils m'aiment, pourquoi ils me parleraient dans le dos? Oui. Et il y avait quelqu'un qui me disait souvent, je me lève pas le matin en me disant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour y faire du tort? Puis ça m'est resté dans la tête. Les gens ne sont pas foncièrement méchants. Et quand deux personnes se parlent, c'est pas nécessairement pour parler contre quelqu'un. Non. Fait que, et pas contre moi non plus. Oui, effectivement. Donc, c'est les critères. Il en faut 5 des 9 pour avoir un diagnostic. Et moins de 5, c'est des traits de personnalité limite. Oui, oui. Comme vous dites, c'est facile de se reconnaître dans un petit critère. Et je pense même que par rapport au DSM-5, on pourrait tous aller chercher un petit quelque chose qu'on a qui fonctionne moins bien. Qu'est-ce que vous avez fait, Joanne, pour vous aider? Bien, moi, j'ai eu la chance, à partir du moment où j'ai eu le diagnostic, d'avoir tout de suite de l'aide. Le CLSC, dans ma région, m'a pris en charge immédiatement. J'ai eu droit à la thérapie sur 8 semaines, qui n'existe plus maintenant dans ma région. Mais à ce moment-là, j'étais tellement intoxiquée par la médication que je ne me rappelle pas du tout de mon 8 semaines. Parce que le psychiatre qui m'a donné le diagnostic à Joliette m'avait expliqué qu'il n'y avait pas de médication pour ça. Oui. Sauf que ce que je n'avais pas compris du fait que j'étais en dépression, c'est que la médication, c'était pour la dépression. Donc, à toutes les 6 semaines, moi, je lui disais, mais ça ne marche pas, votre médicament, je vais encore aussi mal. Ça ne marche pas. Fait que j'étais toujours en sevrage et un nouveau médicament, et sevrage, nouveau médicament. Donc, je n'avais pas cette... et je m'auto-médicamentais avec... de la médication pour dormir, pour calmer l'anxiété et tout ça aussi. Ça fait un cocktail parfois qui n'est pas aidant, finalement. Non. Et en même temps, je pense que pour moi, ça l'a été aidant parce que si je ne me serais pas assommée avec la médication qu'on me prescrivait, dans ma grande intensité, j'aurais retombé possiblement rapidement. Ce que ça l'a permis, la médication, c'est justement de calmer la dépression. Mm-hmm. Et un coup que la dépression a été calmée, là, j'ai eu l'ouverture pour aller faire une formation en programmation neurolinguistique, pour faire une thérapie de la mentalisation, pour faire autre chose que ça m'a aidé vraiment, vraiment beaucoup. Ça m'a permis de venir changer mon dialogue intérieur, qui était vraiment négatif. Puis, ça n'enlève rien aux événements que j'ai eus dans mon passé qui ont été plutôt difficiles. Mais ce fardeau-là, je l'avais assez porté à 43 ans. J'ai pu le déposer. Puis à partir du moment où je me suis réveillée à l'hôpital la dernière fois, suite à ma dernière tentative, bien, de me dire, OK, bien là, ça n'a pas fonctionné. Ça doit être que j'ai quelque chose à faire avec ça. Et on verra ce que ça donnera. Et dans ma grande intensité, j'ai voulu me faire pardonner de ma fille d'avoir été une aussi mauvaise mère avec mes up and down.
Et bien, de le faire pour elle m'a permis de le faire pour moi en même temps. Et bien, mes outils, maintenant que je les avais, je suis quelqu'un de généreux, j'avais envie de les partager. Et on m'a approché pour les conférences, les livres. Et ça a été la façon que j'ai trouvé de pouvoir partager. Et bien, suite à ça, il y a eu des émissions, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et là, c'est devenu, j'ai plus le droit de mal aller parce qu'il y a trop de gens qui veulent, qui croient que c'est possible de bien aller parce qu'ils me voient bien aller. Donc, quand je vais un peu moins bien, je me dis, mais non, mais tu sais ce que tu as à faire. Ouais. Mets en application ce que tu dis aux autres. Donc, cette roue-là me permet de jamais laisser tomber l'éponge parce que, bien, si moi je retombe, ça voudrait dire qu'eux aussi peuvent retomber et c'est pas le message que je veux faire passer. Parce que quand ça va bien, il faut continuer à faire ce qui nous fait du bien. Parce que c'est clair que les vieux patterns ont tendance à vouloir revenir, un peu comme quand on s'entraîne. Tu sais, je dis aux gens, il faut entraîner notre cerveau. Si on va au gym une fois par semaine ou qu'on va en thérapie une fois par semaine et qu'on ne change rien le restant de la semaine, c'est une perte de temps. Ça ne changera rien. Mais si on y va une fois par semaine, qu'on met en application dans notre quotidien une meilleure alimentation, de bien boire, de faire vraiment plus d'exercice, bien, notre cerveau, c'est ce qu'il va adopter aussi. Après une couple de semaines, ça va vraiment bien aller. Après une couple de mois, on va être vraiment, vraiment super bien. Mais si on arrête, on va revenir au point de départ. Donc, c'est important, quand ça va bien, de continuer à faire ce qui nous fait du bien. C'est une discipline. Oui, vraiment, vraiment. C'est une discipline qui est important vraiment de tenir. Oui, oui, parce que bien, dans mon cas, ça faisait 30 ans que la mauvaise programmation était là. Fait qu'elle était tatouée, très ancrée en moi. Fait que c'est important de tout le temps garder en tête que bien, c'est une fragilité. Fait que la fragilité, elle sera toujours là. Il ne faut plus laisser prendre de place, mais elle sera toujours là. C'est tard, je trouve, 43 ans pour avoir un diagnostic, hein, parce que je pense que de plus en plus, il essaie de le donner le plus tôt possible. Oui. C'est sûr qu'il faut aller consulter, mais 43 ans, c'est beaucoup d'années avec tellement de difficultés. Mais ça a changé votre vie, le diagnostic. Ça a changé ma vie, Vous ne regrettez pas définitivement. d'avoir été consulté? Non, pas du tout. Ce que je regrette, c'est que, que les outils ne soient pas disponibles tout de suite quand on est jeune. Moi, mes parents se sentent très coupables du fait que, ils ne savaient pas que ça existait. Ils ne pensaient pas que leur fille avait un trouble en santé mentale. Pour eux autres, il y avait comme un cycle. Elle a un down, mais il n'y avait pas cette connaissance. Ce que je voudrais, c'est que tout le monde connaisse les 9 critères pour se dire, OK, ça se développe à l'adolescence. Mon enfant, il est-tu en crise d'adolescence? Il est-tu en train de développer autre chose? Quand on les prend jeunes, là, ça n'a pas été tatoué très en profondeur. C'est facile de reprogrammer, puis leur vie va être beaucoup plus douce que la mienne a pu l'être. Oui, effectivement. Vous parliez d'intensité. Tout ça, ça vous a amené à écrire, à donner des conférences. Vous avez écrit des livres. Oui, j'ai écrit des livres. J'ai écrit le premier, qui est Borderline, mais pas folle, qui est devenu rapidement best-seller, puis ça a fait comme... Ça n'a aucun sens. Moi, je n'ai jamais... C'est pas vrai, j'ai pas jamais écrit. J'ai toujours écrit, jamais rien publié parce que j'aime écrire, mais mon orthographe est vraiment pas bonne. Donc, je me mettais des limites à ce niveau-là jusqu'à temps qu'une maison d'édition m'approche pour me dire... Moi, là, c'est écrit, je vais l'éditer, ton livre, et il y a des gens que leur métier, c'est de corriger. Oui, donc, il n'y a aucun souci par rapport au français. Et 2 semaines après la sortie, j'étais en entrevue avec Denis Lévesque et les ventes ont explosé. Ça me confirmait à quel point les gens avaient besoin de connaissances. Les gens me disaient, je me reconnais tellement dans tes histoires, autant ici qu'en Europe. Puis je me disais, OK, mais c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, ma dernière tentative, parce que j'avais une mission qui était beaucoup plus grande que celle que je croyais. Et suite au premier livre, les gens me contactaient et me disaient « Non, mais toi, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais? » Je disais « Mais je n'ai pas tout vécu, je ne sais pas. » Fait que je me suis dit « Comment je peux faire pour apporter encore plus, avec plus de diversité? » En PNL, en programmation neurolinguistique, on a une technique qui s'appelle la modélisation.
Donc, d'aller voir des gens pour voir qu'est-ce que toi, tu fais avec le trouble de personnalité dans telle situation pour qu'on puisse le décortiquer, pour que les gens se reconnaissent dans ton histoire et prennent tes stratégies d'un coup que ça les aiderait. Donc, j'ai des hommes, des femmes de différentes classes sociales, différents milieux, différents groupes d'âge, différentes orientations sexuelles, pour que tout le monde se reconnaisse un peu dans leurs histoires et ça l'a sorti sans stratégie gagnante. Donc, moi, ce livre-là, c'est mon grand, grand, grand bonheur parce que les gens ont été hyper généreux et je trouve que c'est le plus beau des outils d'avoir sans stratégie. On s'entend que s'il y en a 2, 3 qui ne fonctionnent pas, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui 97 autres qui pourraient fonctionner, oui. Et suite à ça, les gens me disaient « Ouais, mais toi, là, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais? » Bien, moi, dans mon quotidien, ce que je fais, j'ai un mode d'emploi. Parce que si je me laisse aller dans la vague, bien, j'oublie de faire des choses qui me font du bien. Donc, dans mon quotidien, j'ai mon intention à chaque matin. C'est quoi mon intention du jour? J'ai mes gratitudes pour les choses qui ont bien été. Parce que souvent, s'il y a 10 minutes qui ne vont pas bien dans la journée, c'est là-dessus qu'on va focusser et qu'on va donc y donner de la place. C'est quoi mes actions à faire pour atteindre mes objectifs? Concrètement, dans mon quotidien, bien aujourd'hui, là, j'aimerais ça réussir à ne pas faire de colère. Parfait. OK, comment je vais faire pour faire ça? Bien, peut-être méditer le matin, peut-être venir m'ancrer bien comme il faut avant de faire l'appel que j'ai à faire qui risque de dégénérer, peut-être de l'éviter, cet appel-là. Et à la fin de la journée, bien, c'est quoi ma réussite pour ma journée? C'est ça, j'allais dire. Tout ça, ça ne peut qu'amener vers une réussite. Exactement. Et une réussite a forcément un impact positif sur chaque personne. Au niveau de la confiance puis l'estime. Tu sais, souvent, les gens qui ont un trouble en santé mentale, tout ce qu'on voit, c'est la querelle qu'on a eue, le truc qu'on a honte, ce qu'on a fait de pas correct. Donc, de voir que, OK, bien, oui, une fois dans la semaine, ça n'a pas bien été, mais j'ai eu 6 réussites, finalement. Fait que ça n'a pas été une si mauvaise semaine. Tu sais. Joanne, s'il y a quelqu'un à la maison qui vous écoute, puis qui se reconnaît, puis qui n'ose pas, parce que vous savez, 2 tiers des personnes qui ont une problématique ne vont pas consulter. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur disiez? Bien, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que, bien, ils ne sont pas tout seuls, premièrement, parce que moi, je pensais que j'étais toute seule. J'étais comme un extraterrestre et que, mon Dieu, que j'étais donc bien pas chanceuse. Mais non, on est 6 de la population qui ont un trouble de personnalité limite. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, tout ça. Et bien, s'ils veulent se joindre au groupe de discussion Borderline Anonyme, qui est disponible partout au pays, ça se fait par vidéoconférence. Donc, il y a ce côté sécurisant d'être tranquille à la maison et de voir que, OK, bien, je ne suis pas toute seule qui se sent comme ça, je ne suis pas toute seule qui pense comme ça. Fait que c'est vraiment aidant de se reconnaître à travers les autres et autant pour les proches, parce que c'est le seul groupe qui existe qui est ouvert pour les proches et les gens qui ont des diagnostics ou pas, parce que je pense que c'est pas nécessaire d'avoir l'étiquette. Si on a le mal-être... On peut se reconnaître. Et tout ça, on peut le trouver sur votre site Web, toutes les informations par rapport aux conférences ou aux groupes de soutien. Écoutez, merci beaucoup, Joanne. Ça a été... Je vais juste rajouter une petite chose. Sur ma page Web, il y a aussi les 100 stratégies gagnantes par vidéo, parce que je sais que des fois, les gens ont des problèmes de concentration. La lecture, c'est difficile. C'est des petites vidéos de 2 minutes. C'est gratuit. Vous y avez accès sur ma page. Merci pour tout ce que vous donnez. C'est sûr que ça va aider beaucoup de gens. Merci à la maison. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à Nous TV de nous permettre de pouvoir venir aider et informer. Bonne semaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.